tous, bienvenue donc à cette table ronde sur la santé mentale. Bienvenue Élodie Billotet, bienvenue Guillaume Pégon. On va donc commencer par vous présenter. Donc Élodie Billotet, vous êtes neuropsychologue à l'APA-JH. Qu'est-ce que c'est qu'un neuropsychologue? Alors, un neuropsychologue, c'est d'abord un psychologue avec une spécialité donc, en neuropsychologie. Donc, on peut proposer des bilans pour évaluer les fonctions cognitives, que ce soit la mémoire, la concentration, la vitesse de traitement, pour pouvoir après faire l'état des lieux de ce qui fonctionne et fonctionne un petit peu moins bien, et pour proposer par la suite de la remédiation cognitive pour permettre à la personne de travailler sur ses points faibles et les améliorer. Et la PAJH, qu'est-ce que c'est? La PAGE, c'est une association pour adultes en situation de handicap. Nous intervenons donc dans le secteur du handicap, quel que soit le type de handicap, dès l'enfance jusqu'à l'adulte vieillissant. Voilà. Donc vous intervenez sur ce public-là. Oui. Monsieur Guillaume Pégon, donc l'ORSAC, qu'est-ce que c'est que l'ORSAC? Ça, c'est une colle. Donc, l'ORSAC, c'est l'organisme pour... alors, les acronymes, je ne vais pas les... Oui, je vous ai pas piégé, je voulais pas vous piéger. C'est une association qui héberge, en fait, qui accompagne un certain nombre d'établissements. Mais ça a été présenté juste avant, c'est pour ça que je suis troublé, du coup. Je vous trouble? Devant mon directeur, ma présidente, mon autre directeur. Donc, c'est l'association qui gère le centre psychothérapique de l'Ain en ce qui me concerne. D'accord. Et vous êtes responsable donc du Carrefour. Alors ça va être long, hein. C'est une longue carte de visite. Carrefour santé mentale, précarité et de la coordination de la santé mentale de l'Ain. Oui, alors c'est deux dispositifs portés par l'ORSAC CPA, donc qui sont tous les deux départementaux. Donc le Carrefour santé mentale précarité est un dispositif qui accompagne des personnes en situation de précarité, donc qu'ils soient français ou étrangers, migrants. Et la coordination santé mentale de l'Ain, c'est un dispositif plutôt tourné vers les politiques publiques, donc qui accompagne le développement du projet territorial de santé mentale, qui est la première politique à l'échelle départementale en santé mentale qui émerge sur notre territoire, comme sur d'autres départements en France. Alors moi, tout à l'heure, quand on a fait la préparation de cette petite table ronde, derrière tous ces acronymes, tous ces termes, il y a quand même des personnes engagées, volontaires et surtout sur l'entraide des autres, et c'est passionnant. Élodie, on va commencer par vous. Vous travaillez donc au sein de la plateforme Emploi et Autonomie Lyon-Est et 1. Pouvez-vous nous la présenter? Oui, alors la plateforme Emploi Autonomie comprend différents établissements. Donc il y a d'abord sur Villeurbanne un ESATORMUR qui travaille donc sur le milieu ordinaire pour aider les personnes en situation de handicap à trouver un travail en milieu ordinaire avec un accompagnement avec des chargés d'insertion. Il y a également un centre d'activité de jour qui accompagne un public avec qui souffre de déficience mentale et troubles apparentés. Sur Meximieux, nous avons différents établissements. Il y a l'ESAT, qui est un ESAT dit classique, ordinaire, avec maintenant des places d'ESAT de transition, donc pour travailler également sur le milieu ordinaire. Donc, on accompagne différents types de handicaps avec de la déficience modérée, troubles psychiques, autisme, trisomie 21, voilà. Il y a également donc un SAJ qui est un service d'accompagnement de jour sur Meximieux, ainsi qu'un service d'accompagnement à la vie sociale qui travaille sur les problématiques de la vie sociale, donc pour aider les personnes à avoir un logement avec des habitats regroupés, et on travaille aussi sur l'ouverture sur la cité. Quand vous dites accompagner, concrètement, ça consiste en quoi accompagner? C'est les aider à faire émerger des projets, travailler sur ce dont ils ont envie, qui prennent aussi conscience qu'il y a une envie, mais il y a la réalité du terrain. Donc, que ce soit dans le travail, c'est les accompagner à vraiment clarifier leurs projets, voir ce dont ils sont en capacité de faire, ce qui ne va pas les faire décompenser aussi également. Ou pour la vie sociale, c'est leur trouver des activités, donc être avec eux, les accompagner à faire des courses. C'est vraiment d'être comme main dans la main pour leur donner des clés pour qu'ils soient autonomes. Et on a besoin d'un psychologue pour ça? Alors, ce n'est pas moi directement. Nous avons des équipes avec des éducateurs, des travailleurs sociaux, des CESF. Il y a aussi on a la direction qui est là aussi pour nous aider à mettre en place tous nos projets. Voilà.
Et comme le thème de cette table ronde, on y viendra, c'est la santé mentale, est-ce que vous avez constaté depuis quelques temps ou depuis quelques semaines, mois ou années, qu'il y a une amélioration ou une dégradation de la santé mentale sur les publics que vous traitez? Au niveau de la plateforme, on a pu voir qu'il y avait plus de difficultés, notamment suite au confinement, à la réouverture des établissements, au nouvel accueil proposé, parce qu'on a dû mettre en place des nouveaux aménagements avec des groupes plus petits, des personnes qui ne sont plus à temps plein. Donc on a quand même pu remarquer que les personnes accueillies sont passées à être chez eux toute la journée, 24 heures sur 24, et d'un coup, il a fallu qu'elles puissent retourner travailler ou retourner en activité. Donc on voit que ça a été compliqué pour eux. On met de plus en plus en place des partenariats avec des psychologues en libéral ou avec des cliniques privées. On essaye au maximum de se tourner vers le CPA. Parfois, on se retrouve avec des listes d'attente parce que c'est la réalité du terrain. Donc on voit que concrètement, maintenant, les personnes ont plus besoin de pouvoir déposer tout ce qu'elles ont pu vivre pendant ce confinement. Vous avez vu qu'en ce moment, enfin ça date de ce matin, hein, le président de la République a annoncé qu'il allait proposer des remboursements. Je ne me rappelle plus combien de séances chez le psychologue. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Sujet un peu conflictuel. Je trouve que c'est déjà un bon début. On a besoin de désacraliser aussi la place du psychologue. C'est pas parce qu'on est fou qu'on doit aller voir un psychologue. C'est bien de pouvoir y aller quand on en ressent la nécessité. Le fait qu'on puisse rembourser une partie au moins de cette prise en charge, ça permet à certaines personnes de faire le premier pas. Guillaume Pégon, je ne vous ai pas oublié. Et cette fois-ci, je vous promets, je ne vous demanderai pas d'acronyme. Donc vous êtes responsable d'un dispositif qui accompagne des personnes en situation d'exil. Pouvez-vous m'en dire plus sur les problématiques de ce type de public? Comme vous pouvez imaginer, les personnes en situation d'exil ont un parcours avant d'arriver en France qui est souvent chaotique. Ils ont été confrontés à des ruptures multiples, d'abord avec leur cercle familial, leur pays d'accueil, et puis ensuite elles ont rencontré en fonction des pays qu'elles ont traversés, ou des montagnes, ou des déserts, ou de la mer Méditerranée, des épreuves, des confrontations à des violences souvent, et donc à la mort. Et donc du coup, elles arrivent ici en France, dans un état de santé mentale plutôt dégradé, invalidant pour pouvoir penser des logiques d'intégration si elles ont la chance de recevoir leurs papiers, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc du coup, nous, on les accompagne pour essayer de les rétablir par rapport à des troubles anxieux, dépressifs, des syndromes de stress post-traumatique, ou de faciliter en fait la reconstruction de leur estime d'elle-même, pour d'essayer de créer un tissu social, du lien social avec les partenaires. Concrètement, pour qu'on comprenne bien, il y a une personne donc en situation d'exil, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, qui vous semble en souffrance. Vous êtes alerté par qui? Comment ça fonctionne? Voilà, donc du coup, on travaille avec l'ensemble des lieux d'hébergement, enfin des associations qui gèrent l'hébergement d'asile sur le département de l'Ain, donc Alpha 3A, Tremplin, Adoma, la Sauvegarde. Il y a de plus en plus en fait de structures qui accompagnent les migrants du fait du redéploiement des migrants qui étaient avant localisés dans les camps à Calais, à Paris. Aujourd'hui, il y a vraiment une redistribution sur le plan national. Donc chaque département prend sa part, ce qui fait qu'on a une augmentation du nombre de migrants sur le territoire de l'Ain. Voilà, donc on travaille avec ces partenaires. Donc c'est des personnes qui sont signalées par les travailleurs sociaux, des partenaires qui nous alertent sur des difficultés qui peuvent être de l'ordre du symptôme classique en psychiatrie, ou des problématiques sociales, donc des problématiques dans les relations sociales avec les personnes, dans leur difficulté aussi à rentrer dans nos schémas à nous. Par exemple, pour les personnes qui sont statutaires, le RSA, rentrer dans ces logiques de RSA, ces logiques contractuelles avec le département, c'est pas forcément des choses évidentes, et qui peuvent générer des problématiques anxieuses qui parfois entraînent des décompensations en lien avec des traumas qui sont plus anciens. Donc vous les accompagnez, il y a un psychologue, ils sont accompagnés, est-ce qu'ils ont des séances? Comment ça fonctionne? Alors, on a une équipe pluridisciplinaire. Donc, du coup, la première étape, c'est d'aller vers elles là où elles sont hébergées. Et ensuite, cet aller vers l'idée, c'est de créer une relation de confiance, parce que c'est des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir vu un psy, qui n'ont pas de représentation
de ce que c'est que la santé mentale, comme nous on la conçoit. Enfin, c'est déjà compliqué pour nous, donc parfois ça peut être encore plus compliqué pour d'autres personnes de différentes cultures. Donc voilà, il y a un travail de mise en confiance, d'accueil. Enfin, je dirais que la première chose qu'on fabrique, entre guillemets, c'est une fabrique de l'accueil. Ce qui est déjà pas mal dans des pays qui sont souvent dans des logiques où voilà, on parle de la crise migratoire. Pour nous, c'est plutôt une crise de l'accueil. Donc si on peut déjà refabriquer de l'accueil dans nos lieux de soins, c'est déjà une première chose qui est importante. Ensuite, on propose des activités psychothérapie qui peuvent être soit individuelles, soit groupales, en fonction des besoins qu'on identifie chez les personnes. Donc, effectivement, on s'aperçoit bien que aujourd'hui, la situation donc, de la santé mentale, qu'elle soit chez les migrants, qu'elle soit chez un public handicapé ou pas forcément, comment vous, Élodie, vous qualifieriez aujourd'hui la situation de la santé mentale à le jour J dans l'Ain ou ailleurs d'ailleurs, parce que dans l'Ain, il ne faut pas être trop restrictif. Bonne question. Je dirais qu'il y a des choses qui ont été mises en place, mais que pour le moment, l'accès aux soins est encore compliqué. Donc, que du coup, la santé mentale prend un coup. On essaie, enfin, je pense que ce soit au niveau de l'hôpital ou au niveau du médico-social, on essaye d'accompagner le mieux possible les personnes vers le soin pour un soin psychique, mais que c'est encore très compliqué de pouvoir y avoir accès. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Monsieur Pégon, c'est que voilà, vous avez une personne en situation de difficulté qui n'a pas forcément connaissance d'aller voir un psy ou faut tout expliquer. Aujourd'hui, dans l'Ain, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une ouverture facile aux soins ou c'est qu'on peut trouver des listes de psychologues? Est-ce qu'on peut voir n'importe qui, des psychopraticiens, comment ça fonctionne? Alors, donc sur le département de l'Ain, on est en train d'élaborer le projet territorial de santé mentale. Et donc ce projet territorial, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est la première fois qu'en France, on a des politiques publiques qui sont pensées par les acteurs. Donc c'était déjà faire émerger ce projet, ça a été un travail de plusieurs années, ça a été 3-4 ans de travail. Avec des associatifs, des institutionnels, des associations représentatives d'usagers, l'UNAFAM, la Page, voilà, enfin vraiment l'ensemble des partenaires qui ont un souci pour la santé mentale de la population du département de l'Ain. Donc déjà, c'est s'acculturer autour de qu'est-ce que c'est que la santé mentale. Vous ne l'avez pas défini, hein, c'est compliqué. Hein. Non, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps, mais si vous voulez, je peux vous faire une définition simple. C'est-à-dire que quand on rencontre des migrants, effectivement, la santé mentale, c'est situé historiquement, sociologiquement, culturellement. C'est-à-dire que du coup, la santé mentale en Afrique, et en fonction des pays en Afrique, c'est pas la même chose que la santé mentale en France. Toute définition de la santé mentale, elle est située presque d'un point de vue politique. On pourrait dire que aujourd'hui, un individu en bonne santé mentale, certains pensent que c'est un individu performant, actif, qui travaille, flexible, etc. D'autres pensent qu'être en bonne santé mentale, c'est tout simplement être relié et être en accord avec qu'est-ce qui compte pour nous. Voilà. Donc là, on a déjà deux définitions. Et personne n'a raison. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, dans un endroit, vous allez être placé à un endroit et vous allez avoir à faire avec cette norme de qu'est-ce que c'est que la bonne santé mentale. Et c'est ça qui est important. Donc, quand on accompagne des personnes étrangères, finalement, on ne va pas leur dire si vous voulez être en bonne santé mentale, il va falloir vous mettre au travail. C'est peut-être un horizon qu'ils vont choisir, mais c'est pas forcément, c'est pas une injonction en tout cas. Voilà. Donc du coup, pour nous, c'est qu'est-ce qui compte pour vous aujourd'hui et comment vous accompagner pour aller vers ce qui est important pour vous. Et surtout, je pense qu'un mot qui est important aujourd'hui sur la santé mentale, c'est comment on s'habite. Comment on s'habite soi-même, c'est-à-dire le rapport qu'on a à soi-même et comment on habite avec les autres. Je pense qu'avec les questions qu'on se pose et qu'on va se poser, notamment en lien avec la crise climatique, la question de l'habitat et de comment on s'habite et comment on habite son environnement, son territoire, etc., sont centrales. Pour moi, la santé mentale, c'est ça. S'habiter, c'est aussi s'habiter de façon psychologique et pas forcément physique, si j'ai bien compris. C'est ça.
Donc, il y a toutes des nouvelles notions d'approche que les thérapeutes doivent s'approprier, je pense, pour pouvoir réussir ça. Élodie Biotet, le Covid, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup impacté pas mal de gens, hein. On voit aujourd'hui les statistiques de dépression liées au Covid. Est-ce que, comment ça s'est passé dans l'Ain, dans ce que vous avez pu constater? Alors déjà, il y a eu le confinement. Donc le confinement, on a tous appris en même temps qu'on n'allait plus pouvoir retourner travailler le lendemain. Donc on a dû, au niveau de la page, s'organiser parce qu'on travaille avec un public qui présente des difficultés. Donc les laisser seuls à domicile, c'était pas envisageable. Donc on a pu mettre en place, des appels quotidiens, des visios, afin de leur apporter un soutien. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que pour certains, ça a été une période assez positive parce qu'on est face à des personnes qui ont des difficultés de relation. Donc se retrouver à la maison sans aucune sollicitation, ça a été bien vécu, en tout cas, de leur part. Alors que pour d'autres, d'avoir aucun lien, ça leur a permis, ça les a amenés à se recentrer sur leurs pensées, donc à être plus angoissés, à ne plus savoir quoi faire, ne pas savoir comment s'occuper, et parfois même à devoir investir un lieu, une habitation dans lequel ils se sentaient mal, sans aucun lien avec l'extérieur, sans aucun lien physique. Donc ça a été très compliqué. Et donc quand les personnes ont pu reprendre notamment le travail, on a pu discuter de toute cette période et on a essayé de tirer bénéfice de tout ça en disant, voilà, maintenant, chez vous, vous pouvez faire telle et telle chose. On a pu mettre en place des exercices, on a pu leur proposer des aménagements pour que, si jamais ça arrive à nouveau, ils se sentent mieux. Donc il y avait effectivement l'accueil de ce type de public, votre présence, mais le ressenti de cette population et aussi des aidants, parce que je pense que c'était dans les deux sens. Quel était ce ressenti? Qu'est-ce qui vous est remonté? Une période très angoissante. On s'est retrouvé avec des familles qui d'un coup étaient avec leurs proches 24 heures sur 24. Donc, à gérer des problématiques qu'elles n'avaient plus l'habitude de gérer, parce que maintenant, l'enfant est devenu adulte, avec une vie d'adulte et des accompagnements à l'extérieur. Donc, ça a été vécu par les familles parfois de manière un peu brutale. Donc, ça a nécessité un accompagnement un peu plus soutenu. Et on a maintenant des familles qui sont plus présentes dans l'accompagnement de leurs proches. Moi, pour ma part, pour les bilans neuropsychologiques, les familles venaient très peu pour les restitutions. Elle se faisait directement près de la personne accompagnée. Aujourd'hui, les familles sont en demande d'outils pour mettre en place des choses aussi à la maison. Et du côté des personnes accompagnées, il y a eu un vécu très très angoissant parce que on entendait beaucoup de choses au niveau des médias qui étaient angoissants. Ils entendaient beaucoup d'informations. Ils ne savaient pas traiter quelle était la bonne information, entre les réseaux sociaux, entre la télévision, la radio. Ils n'arrivaient plus à faire la part des choses. Donc on a dû vraiment reprendre ça avec eux, mettre en place des soutiens par téléphone ou une fois qu'ils sont revenus dans les lieux d'accueil pour dédramatiser la situation, montrer aussi tout ce qui a pu être mis en place et les rassurer par rapport au virus, à la vaccination ou à tout ce qui peut se passer. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs strates. Il y a eu le virus, la vaccination, et à chaque fois, vous le remarquez vous aussi, ces angoisses qui sont nées de toutes ces nouveautés, de ces choses-là? Alors, auprès des publics en situation de précarité, c'est un peu différent, parce qu'on a les personnes qui sont recluses en situation de précarité, recluses dans des fermes, dans des appartements, qui vivent avec des syndromes d'Oedogène ou d'incurie. L'impact de la crise sanitaire sur leur santé mentale a été, pour nous en tout cas, on l'a perçu comme étant plus faible. C'est-à-dire qu'elles avaient déjà l'habitude d'être isolées, confinées quelque part. Voilà, sauf la problématique, c'était sur l'accès aux aides qui leur permettent de vivre. C'est-à-dire du coup les soutiens associatifs, l'accès aux paniers alimentaires. Voilà. Donc c'est ça qui a été compliqué en fait. Et effectivement, notamment au premier confinement, il y a eu des ruptures sur certaines aides alimentaires qui ont été très très compliquées pour certaines familles isolées. Et sinon, très clairement pour nous, on a l'impression que la crise Covid précarise la société. Et donc du coup, tout le monde fait l'expérience de c'est compliqué de se projeter dans le futur, c'est compliqué d'avoir un projet parce qu'on est mis en confinement de manière régulière.
finalement, ça, c'est la problématique que rencontrent tout le temps les personnes en situation de précarité. Et donc, du coup, c'est en ça qu'on a une précarisation. Donc, pour celles qui avaient déjà l'habitude de vivre en précarité, pas de grand changement. Pour celles qui n'ont pas l'habitude, effectivement, les ruptures de rituels, de rythme, d'aller au travail, la rupture dans les habitudes de vie a généré ce que vous venez d'expliquer, des troubles anxieux, dépressifs, chez la population générale. Et avant cette précarité, avant cette angoisse due au confinement et au Covid, pour ce public-là, et en règle générale, quel était pour vous l'état de la santé mentale des gens que vous suiviez bien avant de cette opération? Donc, vous l'avez évoqué, c'est la solitude, c'est peut-être le déclassement. Qu'est-ce que vous aviez constaté? Alors, on a vraiment deux populations, entre les migrants et les personnes en situation de précarité française, on va dire, entre guillemets. Donc, pour les migrants, j'en ai déjà parlé, stress post-traumatique. Là, c'est plus lié à leur parcours d'exil, à la fois les problématiques qu'ils ont rencontrées, qui ont fait qu'ils sont partis. On a des personnes qui viennent d'Albanie, du Kosovo, qui ont des problématiques liées à la mafia, à des extorsions de propriété, à des problématiques de droit, en fait, de droits humains. Et puis, on a des gens qui viennent aujourd'hui de l'Afrique subsaharienne, qui partent parce que le changement climatique a fait qu'elles ne peuvent plus cultiver, donc pour des raisons économiques, mais derrière, il y a des conflits interethniques, par exemple au Kenya, en Éthiopie, au Somalie, etc. Donc qui fuient parce qu'elles ont été prises dans des problématiques politiques liées au changement climatique. Et puis on a des populations qui viennent de pays en guerre. Là, actuellement, on va avoir un certain nombre de personnes qui viennent d'Afghanistan. Voilà. Donc, voilà comment ça se situe. Pour les personnes françaises, on a plus des personnes en précarité qui vivent avec des troubles d'addiction, alcool et polytoxicomanie, on va dire. On a aussi des jeunes, alors ça c'est un syndrome qui s'appelle Ikikomori, qui a été inventé par les Japonais, où c'est des jeunes qui vivent chez eux, souvent au sein d'un foyer familial, et qui passent des heures à jouer à la console, voilà, et puis qui ont aussi une consommation de stupéfiants qui est assez importante. Donc ça, c'est une problématique qui émergeait. On a ces cas-là dans le... Voilà, oui, tout à fait. Pas très nombreux, mais effectivement, on a ces problématiques. Et on peut s'attendre que en fait, pour moi, l'impact de la crise sanitaire sur la santé mentale, c'est surtout en termes de lien social. C'est-à-dire que ça a attaqué le lien social. Donc si on ne rétablit pas ce lien social, effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus de troubles anxieux et dépressifs liés à l'absence de reconnexion avec les autres et indirectement avec soi-même, en fait. Donc du coup, de conduite addictive. L'explosion du rapport aux écrans, on le voit bien dans le projet territorial de santé mentale, dans les écoles. C'est un vrai problème qui en entraîne d'autres. Par exemple, on observe dans les conseils locaux de santé mentale des problématiques de harcèlement via les réseaux sociaux. Et donc du coup, la nécessité de mettre en place des programmes qui sont un peu différents sur les compétences psychosociales, sur la prévention du suicide dans les collèges. On a une augmentation du nombre de tentatives de suicide chez les jeunes qui est assez importante. Voilà, donc ça se modifie. Enfin, on a vraiment des problématiques de santé mentale qui sont en train de se modifier en lien avec le contexte social. Donc, finalement, il y a beaucoup de pathologies diverses, un environnement assez large. Tout à l'heure, vous évoquiez l'aspect d'un bilan cognitif. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, un bilan cognitif ? Donc, on utilise des tests qui sont normés. Donc, il y a des tests de QI, donc pour établir le quotient intellectuel. Alors, je vais peut-être repartir du départ. Avant chaque bilan neuropsychologique, on fait une anamnèse, on en fait un entretien avec la personne pour connaître son parcours, son histoire de vie, son parcours scolaire, voir pourquoi elle vient consulter. Donc là, au niveau de la plateforme, c'est souvent en lien avec son projet d'accompagnement. Après l'entretien, donc on propose différents tests. Donc, comme je disais tout à l'heure, le test du QI, il y a des tests de mémoire, des tests d'attention, des tests des praxis. Enfin, voilà, on essaye d'évaluer toutes les fonctions cognitives. Souvent, au sein de la plateforme, moi, je n'arrive pas à les proposer en une seule fois, parce que c'est des bilans qui sont assez lourds, qui durent en moyenne 3-4 heures. Donc, on s'adapte aussi à la fatigue de la personne. Donc, c'est à proposer
2, 3, 4 fois. Et après le bilan, tous les résultats sont comparés à une norme, donc à des personnes qui ont le même âge que la personne qui a fait le test, le même niveau socioculturel et qui sont du même sexe. Et après, il y a une restitution qui est faite auprès de la personne et des aidants si la personne accompagnée souhaite que l'aidant soit là. Et on fait des préconisations. Voilà, donc c'est ça. En fonction de la restitution, les préconisations, quelles peuvent être ces préconisations? Dans le cadre de ma fonction à l'ESAT, on peut préconiser des aides au poste. Par exemple, une personne qui a des difficultés au niveau de la mémoire verbale, mais qui a une bonne mémoire visuelle, c'est lui proposer des fiches de poste visuelles avec des images. Ou c'est pour une personne qui est fatigable, c'est organiser des temps de pause un peu plus fréquents que ses collègues. On peut aussi proposer de la remédiation cognitive. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pouvoir, c'est soit des exercices papier-crayon, mais il y a aussi des logiciels informatiques pour agir surtout sur l'attention, la concentration, mais aussi tout ce qui est de la cognition sociale, donc les relations avec les autres. Il y a du lien de ce qui vient d'être dit. Guillaume Pégon, vous êtes également responsable, alors je vais le dire, de la coordination santé mentale de l'Ain, qui accompagne le déploiement du projet territorial de santé mentale. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit? C'est vrai que c'est pas évident à. C'était long, je l'ai écrit parce que je m'étais dit. Santé mentale. Oui. Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé. Je vais voir redire ce que c'est le projet territorial de santé mentale. On est vraiment sur un ensemble. Donc, il y a 19 actions qui sont prévues sur 5 ans. On attend là actuellement. Donc, le projet, c'est une proposition qui a été formulée par un ensemble d'acteurs sur le territoire, qui a été validée par le directeur général de l'ARS au printemps. Et aujourd'hui, on est dans une phase où on attend la contractualisation entre l'ARS et les acteurs autour de ces 19 actions. Donc on a des actions qui sont à la fois sur les questions de diagnostic, de repérage des troubles, donc sur des soins très spécialisés qu'on peut trouver du côté du CPA, mais aussi du côté du privé, des professions sur notre territoire. On a eu la chance d'avoir une association de psychologues qui s'est constituée, qui réunit, c'est rare ça, une association de psychologues libéraux. C'est très rare. C'est très rare, donc c'est pour ça que je le dis, et qui réunit quand même 208 psychologues. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Non, 208. Voilà, personne ne sait qu'il y a 208 psychologues, et surtout ils ont constitué un collectif, donc c'est riche, et donc du coup il y a un travail qui est fait avec ces psychologues-là, mais aussi donc avec les médecins généralistes, avec les communautés de pratique, les CPTS. J'ai toujours du mal avec les acronymes. Voilà. Parce que même moi, je ne suis pas tout. Au bout d'un moment, je décroche. Donc, non, mais voilà. Donc, du coup, là, il y a quelques actions qui ont déjà démarré, notamment une recherche citoyenne autour de la question des droits des personnes qui vivent avec un handicap psychique, qui s'appelle ConfCap, donc qui est une recherche citoyenne qui est au niveau national. Qu'est-ce que c'est que ça, une recherche citoyenne? Une recherche citoyenne, c'est une recherche participative. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui disent le savoir n'appartient pas qu'au champ académique, et le savoir peut se construire avec les personnes directement concernées. Donc du coup, on considère qu'un citoyen lambda, qui soit souffrant de problèmes de santé mentale ou pas, détient un savoir sur lui-même qui compte et qui doit influencer aussi les politiques publiques. Donc ConfCap Droit, je vous invite à aller voir sur leur site. C'est vraiment une démarche citoyenne sur différentes localités. Et on a un groupe dans l'Ain qui travaille sur la question de l'accès aux droits pour les personnes qui vivent avec un handicap psychique sur notre territoire. Par exemple, sur la question du vote, quand on est sous tutelle ou curatelle, est-ce qu'on peut voter pour les élections, n'importe quel type d'élection? Si oui, c'est bien beau, mais comment je suis accompagné pour comprendre ce qui est marqué sur le dépliant des différents candidats, la profession de foi, etc. Donc, c'est des réflexions, mais il y en a beaucoup sur l'accès au logement, sur l'accès à l'emploi, voilà. Donc ça, c'est une action qui a démarré. On porte aussi actuellement un projet de création d'une plateforme téléphonique et numérique sur la santé mentale, qui va s'appeler Notre Santé Mentale dans l'Ain. Donc du coup, numérique, il s'agit de cartographier l'ensemble des ressources sur le territoire qui peuvent être utiles dans le champ de la santé mentale, donner des informations pour le grand public sur qu'est-ce que c'est que la santé mentale, les différences justement entre les praticiens, qu'est-ce que c'est un psychiatre, un psychothérapeute, un psychologue, parce que souvent c'est très très polémique, mais plein d'informations.
Et puis une écoute téléphonique, donc avec des écoutants, donc ça s'appelle éco-santé mentale, qui peuvent répondre aux personnes qui utilisent moins Internet. Voilà, c'est une autre action, mais il y en a 19. Donc, on a le temps. J'en ai parlé de deux. Non, mais on le voit, il y a une vraie prise de conscience dans l'Ain, et je pense partout ailleurs, mais spécifiquement dans notre département, de la prise en charge de la santé mentale. Mais c'est jamais suffisant. Et l'autre bibliothèque, qu'est-ce qui manque selon vous? Vous me posez des cols à chaque fois. Ce qui manque, je pense qu'il faut qu'on arrive peut-être aussi mieux à communiquer entre le médico-social et puis la psychiatrie, notamment pour le handicap psychique. C'est vrai que nous, au niveau du médico-social, on se retrouve souvent avec des personnes qui peuvent être en rupture de soins. Donc on se retrouve un petit peu seul à gérer. Donc on essaye à chaque fois de contacter les acteurs principaux. Mais voilà, la réalité du terrain, c'est qu'il y a voilà, la santé, il y a quand même de moins en moins de psychiatres. Les CMP souvent ont des listes d'attente, c'est engorgé, donc que ce soit même dans le Rhône. Donc du coup, on se retrouve un petit peu démunis pour accompagner les personnes. Donc on essaye de mettre en place des partenariats avec du libéral, mais voilà. Je pense que si on arrive à un petit peu mieux communiquer entre le médico-social et puis la psychiatrie, ça sera déjà un bon point. Donc plus de communication, peut-être plus d'assistantes sociales, plus de psychologues, plus de tout, quoi. Même question pour vous, Guillaume Pégon. Alors pour moi, j'irais dire les choses simplement. Je pense que c'est de l'engagement et de la participation citoyenne. En fait, on peut toujours rajouter des choses en termes de services, en termes de profession. On n'en aura jamais assez tant que chacun ne prendra pas sa part pour avoir un autre rapport par rapport à la santé mentale. Je pense que c'est ça l'enjeu, en tout cas au niveau du projet territorial de santé mentale. Si on veut lutter contre la stigmatisation, si on veut arrêter de penser que c'est le psychiatre qui a la réponse à tout en santé mentale, et donc du coup orienté vers le CMP, en fait c'est en quoi mon service, en quoi mon entreprise, en quoi ma famille finalement participe à bâtir une santé mentale qui soit à peu près suffisamment bonne pour moi et puis pour les autres. Je pense que c'est donc du coup vraiment un enjeu de responsabilisation collective. Alors que notre société aujourd'hui fabrique plutôt de la responsabilisation individuelle. Donc on a là une problématique. Voilà. On a une problématique qu'il faut qu'on arrive à traiter et j'espère qu'on arrivera à l'aborder en tout cas à travers le projet territorial de santé mentale. C'est un des objectifs. Nous abordons donc la dernière partie de notre petite table ronde, notre conférence. Je voulais moi savoir comment la dématérialisation aujourd'hui peut aider à contribuer à l'amélioration de la santé mentale. Alors, je ne suis pas un pro dématérialisation, vous l'aurez entendu dans mon positionnement, puisque je suis un peu plus sur les questions de lien social que sur télémédecine. Malgré tout, dans un contexte dégradé, ça peut répondre à des problématiques aiguës, de crise. Voilà, enfin, effectivement, quand on a un enfant qui a des oreillons, si on n'accède pas au médecin, ça peut générer des problèmes de santé mentale. Donc, du coup, on a besoin de télémédecine pour les situations aiguës. On a aussi, en psychiatrie, besoin de télémédecine pour le suivi, pour le suivi, je dirais, de personnes qui sont connues, qu'il s'agit de stabiliser, de maintenir. Voilà. Maintenant, pour fabriquer de l'accueil, pour fabriquer du lien social, de l'écoute, etc., le présentiel, c'est indispensable. Donc voilà, il y a encore un équilibre à trouver entre télémédecine et fabrique d'un lien social qui soit structurant pour la santé mentale. Et pour poursuivre ma question, Élodie Biotet, vous évoquiez tout à l'heure le projet de consultation par téléphone, quoi. Si je vous résume, non, c'était pas vraiment Alors, ça. C'est pas un projet, c'est ce qu'on a mis en place. Ouais. Est-ce que c'est efficace? Ça a été efficace un temps. Ça a été efficace parce que ça a été une solution de crise. On n'avait au départ pas grand-chose d'autre à pouvoir proposer. Donc c'était soit ça, soit rien. Donc les personnes s'y sont bien accrochées. Mais on a aussi vu rapidement qu'il manquait de liens. Donc on a dû mettre en place, en plus des liens téléphoniques, des visites à domicile, dès que ça a été possible.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on assiste de plus en plus de plateformes, pas les vôtres, hein, mais un peu, même au niveau national, d'aide de psychiatres, de psychologues, pardon, du travail, de gens qui appellent pour avoir des consultations par téléphone. J'ai le sentiment que ça se développe. Est-ce que ça vous paraît être une bonne chose ou pas? Je pense que pour un premier lien, ça peut être bien. Ça permet à des personnes qui ont des difficultés à se déplacer ou à aller taper à la porte d'un professionnel. Ça peut permettre le premier contact. Après, je pense que le lien social est primordial, surtout avec des pathologies psychiques. C'est des personnes qui sont facilement enfermées, qui se renferment sur elles-mêmes. Donc, il faut favoriser le plus possible le lien social. Justement, dans le confinement, c'est un petit peu la difficulté. On n'a pas évoqué la place des familles dans tout cet environnement pendant le confinement. Donc les familles se sont retrouvées au début un petit peu livrées à elles-mêmes, avec, comme je disais tout à l'heure, leurs proches à avoir à domicile toute la journée, avec des proches qui du coup se retrouvaient sans aucune occupation. Donc ça a été compliqué à gérer. On a pu observer qu'elles avaient besoin de temps pour pouvoir déposer des choses, se sentir soutenues. Ça a été important pour elles d'avoir leur place aussi. On accompagne leurs proches, mais la famille avait besoin d'être entendue aussi en tant qu'aidant. Parce que vous avez le sentiment qu'elles sont souvent peu entendues. Il y a quand même de plus en plus de choses qui sont mises en place pour entendre les familles. Après, il y a une temporalité aussi, c'est qu'il y a pas mal de structures ou de groupes qui sont présents. Après, il faut que les familles soient aussi prêtes à pouvoir venir déposer des choses. Avec le confinement, en tout cas pour ma part, avec ma place au sein de la plateforme, j'ai pu m'apercevoir que les familles étaient plus demandeuses, en tout cas. Tout à fait. Et puis je crois que le CPA a proposé des actions communautaires aussi. De quoi s'agit-il? Alors, les actions communautaires, c'est les actions à la fois qui vont vers les personnes qui sont... c'est l'aller vers, aller vers les personnes qui sont éloignées de l'accès aux soins. Et c'est aussi faire émerger des actions citoyennes. Donc du coup, on le voit à travers les conseils locaux de santé mentale, par exemple, où il y a des collectifs de citoyens qui peuvent interférer, enfin agir en lien avec le conseil local de santé mentale. Donc au CPA, ça se traduit essentiellement par une décentralisation des soins de l'intra-hospitalier vers l'extra-hospitalier, ce qu'on appelle le virage ambulatoire. Donc ça veut dire renforcer avec les moyens qu'on a et la disponibilité, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau infirmière et psychiatrique, c'est compliqué, mais en tout cas essayer d'étoffer la réponse qu'on peut offrir au niveau des CMP. Ça a été aussi la mise en place d'équipes mobiles de psychiatrie de secteur qui sont progressivement renforcées au niveau du CPA, qui permettent, voilà, dans chaque secteur psychiatrique au niveau du CPA, maintenant il y a une équipe mobile et qui se déplace au plus près des populations. Donc la psychiatrie communautaire, c'est ça, décentralisation des soins vers la communauté, c'est pas nouveau, hein. Psychiatrie de secteur, dans les années 60, c'était déjà la psychiatrie communautaire. C'était une critique de l'institutionnalisation de l'asile psychiatrique. Voilà, un autre volet du communautaire, c'est vraiment de faire émerger et de dire, voilà, actuellement on travaille avec le conseil local de santé mentale de la ville d'Oyonnax et de Belligna, à identifier justement quelles sont des actions qui peuvent créer de la cohésion sociale. Par exemple, c'est eux qui ont choisi un jardin partagé. En quoi un jardin partagé qui est créé pour des habitants qui sont délocalisés parce qu'on est en train de détruire un immeuble, ce projet-là peut reconstruire du vivre ensemble. Comment recréer du lien social à partir de cet objet-là. Un peu comme en institution, on peut proposer de l'art-thérapie ou des activités groupales. Là, il s'agit de recréer du lien social à l'extérieur, en fait. Voilà, donc, et ça, c'est des actions communautaires. Donc on a vraiment les deux côtés. Désinstitutionnalisation, virage ambulatoire, et puis faire émerger la cohésion sociale. Écoutez, en très peu de temps, on a pu faire un tour assez panoramique de ce que vous proposez, de ce qui se passe dans l'Ain. Moi, je voulais vous remercier pour la qualité de l'intervention et surtout pour la clarté de vos propos, parce qu'on est toujours partagé entre le jargon et la vulgarisation. Et moi, je tenais à vous dire que c'était très clair, très parfait. Je vous remercie. Merci. Merci.